on a commencé d'abord à les diaboliser, disant que celui qui serait à la base de la mort de comédien, là, comment, Kadiombo. Tout a commencé comme ça, et pourtant c'était faux. Il a été arrêté du fait d'avoir fait une déclaration politique. On a considéré qu'il incitait les gens à la haine et tout ça. Et on l'a arrêté, on l'a mis. Il a purgé sa peine. Il a purgé sa peine, il a fait la prison. Mais avant d'y arriver, il est passé par l'ANER. C'est l'ANER qui l'avait arrêté. Et c'est là que la dame Denise est intervenue. Denise dit que c'est elle qui aurait... De quelle Denise parlez-vous? Non, Denise, celle qu'on appelle du Sochoa. Quelque chose comme ça. Non, mais elle a un nom. On doit l'appeler par son nom. Ça, c'est pas son nom? Non, c'est pas son nom. Elle a une identité. Cette dame aurait intervenu dans son arrestation. Et c'est elle qui aurait orchestré la sodomisation. En quelle qualité, justement, en qualité, elle est intervenue? L'agent du régime. On l'utilise comme ça pour causer du tort aux autres Congolais. C'est comme ça qu'elle est intervenue. L'histoire est passée. Nous avons déjà des échos, des soupçons. J'avais tenté d'en parler, les gens m'ont dit non, c'est ton frère, il ne faut pas en parler. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé maintenant là? Quelle est la situation actuelle? Nous avons fait des déclarations à Lubumbashi et ainsi de suite. Cette dame a demandé à un autre monsieur de l'Union sacrée de faire des déclarations contre nous. On a attaqué ma femme. On m'a attaqué personnellement et on a attaqué ma femme. On l'a insultée. On l'a menacée de viol. Qu'est-ce que votre femme viendrait faire dans cette... Non, mais justement parce qu'ils sont mal polis. Ils sont impolis. Il faut reconnaître que ces gens-là sont mal éduqués. Ils se sont acharnés contre Seth Kikouni, sa femme, et ils ont demandé à la femme de faire la prostitution. Mais la mienne, on nous a promis de venir la violer chez moi à la maison. C'est comme ça que Jacques Ndala a réagi. Non, mais bien évidemment, mais vous pensez que j'ai peur de quoi? Tant que je n'ai pas violé la loi, je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de personne. Alors, Jacques Ndala est intervenu justement pour défendre nos femmes. Et la dame a réagi par rapport à la réaction de Jacques Ndala, disant que Yoku Tukolobate, Ngam Nasaraba Kangayo, Ngam Natindaraba Violeyo, Bakomisa yo mwasi, Yango Mwe Liba na Kabwani. C'est comme ça. Elle dit tout haut. C'est comme ça que tout le monde, au lieu que tout le monde soit focalisé sur le message qu'il y avait derrière, on a vu que les à côté. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Vous êtes sur Politicon, l'un des meilleurs canaux d'information. Merci, mesdames et messieurs. Vous êtes des milliers à nous suivre à travers le pays et même à travers le continent. Si vous nous regardez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos contenus. Car ici, nous recevons les indispensables. Et aujourd'hui, on a fait venir pour vous Alain Bolodjoa. Avec lui, nous allons décortiquer l'actu des 24 dernières heures en République démocratique du Congo. Eh bien, on va parler du dialogue qui est en train de Made in Faden House, le dialogue tandem Fayoulou-Tshisekedi. Et on va parler de la révision constitutionnelle. Est-ce que la machine est-elle déjà lancée? Ce sont des questions que nous allons nous poser. L'état des sièges avec sa énième prorogation. On va revenir sur ça avec beaucoup de précision et tant d'autres sujets qui défrayent la chronique, l'actu chez nous. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Alain Bolodjoa. Merci d'être venu.
C'est à moi de vous remercier. Bonjour à tout le monde. Comment la santé? Vous êtes au mieux de votre forme? Oui, Dieu fait grâce, ça va. Bien que le pays va très mal. Déjà, on prend l'actu. On annonce la révision de la Constitution. On commence par là. Qu'est-ce que ça vous fait déjà que le pouvoir, à peine 6 mois, 8 mois après les dernières élections, que l'on commence à réfléchir sur un nouveau projet de changement de la Constitution? Bon, ils doivent d'abord nous préciser sur leurs intentions. Veut-il réviser certaines dispositions de la Constitution, ce qui est constitutionnel, ou sinon changer carrément la Constitution? Parce que le débat du changement de la Constitution est inconstitutionnel. Ça, c'est déjà un principe détail que l'on doit énoncer. S'ils ont l'intention de réviser la Constitution, nous n'avons pas le droit de leur interdire ces droits-là, qui est constitutionnel. Il suffit seulement de démontrer la pertinence et l'opportunité. Ce sont les deux conditionnalités pour réviser la Constitution. Pour vous, le temps est propice? Non, je ne sais pas. Ça dépend de la matière et on va apprécier sur l'opportunité. S'il s'agit des dispositions qui sont frappées d'immutabilité, naturellement, ça devient un changement de la Constitution. En ces moments-là, ils entrent dans la violation intentionnelle de la Constitution qui est considérée comme un acte de haute trahison. Et en lisant entre les lignes, selon vous, il s'agirait du changement ou de la révision? Non, moi je n'ai pas à opiner là-dessus. C'est à eux de nous dire ce qu'ils veulent faire de notre Constitution. Parce que ce qui est vrai, Félix Tshisekedi n'était pas là lorsqu'on débattait sur cette Constitution. Moi j'ai perdu de mes amis à cause de cette Constitution, bien que nous ayons voté pour le non, mais du moins nous étions dans le débat. Il vous souviendra lorsque le parti politique, la société civile s'organisait pour aller à Sun City, Félix Tshisekedi n'était pas là. C'était nous, par contre, qui tenons l'influence de la rue. C'est nous qui avons manifesté. Nous avons pu obtenir, déjà avant la Constitution, nous avons pu obtenir la gratuité de l'enseignement. C'est nous, parce qu'à l'époque, j'étais membre de la société civile, c'est nous qui avons obtenu la gratuité de l'enseignement. Et lorsque je suis devenu membre d'un parti politique, FONUS à l'époque, c'est nous qui réfléchissions sur la pertinence de certaines dispositions qui se retrouvent là dans cette Constitution. En ce moment-là, Félix Tshisekedi était probablement en train de s'embrouiller quelque part. Et aujourd'hui, on veut nous lancer les débats sur la révision ou le changement de la Constitution. Vous êtes d'accord pour ce débat, favorable à ce débat? Non, je ne suis pas d'accord sur le débat parce que jusque-là, ce débat-là n'a pas de sens. On devait nous dire, voilà, nous voulons soit changer la Constitution, soit réviser certaines dispositions. Et les dispositions que nous ciblons sont telles. En ces moments-là, les débats auraient un sens. Vous ne pouvez pas nous lancer comme ça, on veut réviser la Constitution. Oui, réviser la Constitution, ça veut dire quoi? Dans sa dernière sortie médiatique, le chef de l'État semblait opter pour la révision plutôt que le changement. Est-ce que c'était par lapsus linguae qu'il l'a dit? Non, quand vous parlez de chef de l'État, vous faites allusion à quoi ou à qui? Je parle de Félix Tshisekedi. Ah, il est chef de l'État? Bon, vous me l'apprenez. Ce qui est vrai, il est président des faits. Pour être chef de l'État, il faut être porteur de valeurs cardinales. Ce n'est pas ce que nous trouvons en lui. Il n'est pas le symbole de l'unité nationale et naturellement, il ne peut pas être chef de l'État. Alors, quand M. Félix Tshisekedi est entré dans cette forme de chasteté cognitive par rapport à la Constitution, cherchant à réviser certaines dispositions, justement, j'ai appris dans son argumentaire, il mettait l'accent sur les changements de la Constitution pour alléger la mise en place du gouvernement, changer la Constitution pour consacrer la nomination de gouverneurs justement pour échapper c'est défendable? Non, c'est irréfléchi. Comment ça? Ça sort de quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de la Constitution. La mise en place du gouvernement, le calendrier de la mise en place du gouvernement n'est pas dans la Constitution. C'est dans une pratique de gestion. Il suffit seulement d'être sérieux pour avoir le gouvernement en dehors de 3 mois. Et d'ailleurs, la venue tardive du gouvernement n'empêche pas à l'État de bien fonctionner. Parce qu'il y a un principe qui voudrait assez que le gouvernement sortant reste en fonction jusqu'à l'installation définitive
d'un gouvernement qui sera investi. Ce qui veut dire que l'État peut fonctionner quand même que le gouvernement de la législature n'est pas encore mis en place. Parce que nous sommes là dans une sorte de juxtaposition de textes. C'est le budget qui s'exécute. C'est déjà un principe. C'est le budget qui s'exécute. Et le budget, généralement, est adopté au mois de septembre. Même si le gouvernement tardait, on doit appliquer le budget. Et les membres du gouvernement, bien que pouvant être sortants, ont le pouvoir d'exécuter le programme dûment accepté par le Parlement passé. Et donc, naturellement, la venue tardive du gouvernement ne peut pas être une raison de la révision ou du changement de la Constitution. Ce n'est qu'un des exemples. Mais on parle aussi des acrobaties pour que le chef de l'État déclare la guerre à un pays agresseur. Et ça, on voudrait résoudre cette problématique à travers une nouvelle constitution. Là, nous tendons vers une sorte d'imbécilité. Les gens ne veulent pas réfléchir. Vous voulez donner la latitude à un individu de décider sur la guerre sans qu'il y ait de mécanisme d'encadrement? Et d'ailleurs, quand vous suivez ce que M. Félix Sekei a dit, ça c'est une aberration. La Constitution ne lui a jamais dit qu'il fallait réunir l'Assemblée nationale et le Sénat en congrès. D'où a-t-il tiré cette ineptie? Ça c'est une ineptie. La Constitution dit on consulte l'Assemblée nationale et le Sénat. On ne parle pas du congrès. Consulter, c'est différent du congrès. Mais consulter, ça dit que ça s'est fait séparément. On ne parle pas du congrès. Parce que là où la Constitution exige le congrès, la convocation du congrès, les dispositions sont claires. Alors, dans la mesure où le chef de l'État n'a pas la majorité dans les deux chambres, comment il ferait maintenant pour déclarer la guerre? Non, mais attendez. Vous voulez nous dire qu'on doit tout faire pour que le président ait toujours la majorité pour déclarer la guerre? Non, même s'il n'a pas la majorité, le principe reste le même. Il faut convaincre les députés nationaux ainsi que les sénateurs. De l'opportunité de déclarer la guerre. Non, mais effectivement, s'ils sont d'accord sur l'opportunité, parce que ça a une implication sur le fonctionnement de l'État. Lorsqu'on déclare la guerre, on réduit les libertés. Lorsqu'on déclare la guerre, on fait des coupes budgétaires. Lorsqu'on déclare la guerre, les institutions ne peuvent plus fonctionner de manière optimale. C'est-à-dire qu'on entre dans un cas exceptionnel et naturellement, la représentation de la population doit en être informée pour comment sensibiliser la population quant à ça. Et pourquoi, c'est un mécanisme on tient mordicus au changement de cette constitution, bien que, en tant qu'œuvre humaine, elle a des insuffisances de faiblesse, mais aussi des atouts qu'il faudrait préserver? Bon, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que le castre ou les gens qui entourent Félix Sekei connaissent ses faiblesses. Voyez-vous? On lui dit, non, voilà, serait-il induit en erreur ou... Non, il n'est même pas induit en erreur. Il vit dans l'erreur. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'on vient, on lui dit, non, voilà, monsieur le président, il faut avoir la plénitude du pouvoir. Voilà, pour nommer, il faudrait qu'il y ait le contre-saint du Premier ministre. Et voilà, le Sénat étant budgétivore, on doit suspendre le Sénat. On ne peut plus commencer à organiser des élections de gouverneurs. Et pour renforcer l'unité nationale, on doit commencer à nommer. Et on doit en même temps garder l'Assemblée provinciale. Ça, c'est une folie. Ça, c'est une folie. Parce que déjà, au départ, les raisonnements là ne tiennent pas. Si vous optez pour la décentralisation, il y a un principe en management. Lorsqu'il y a décentralisation, il faut renforcer le contrôle. L'Assemblée provinciale est là pour contrôler le gouverneur. Si le gouverneur est élu, l'Assemblée nationale n'aura pas le pouvoir de contrôle tel que le veut la Constitution actuelle. Parce que si ce n'est pas vous qui me nommez, si vous n'avez pas le pouvoir de me révoquer, naturellement, vous n'avez pas un pouvoir coercitif sur moi. On a consacré la démocratie à la base. Comment l'UDPS, qui a prôné pour la démocratie à la base, et peut-être vous ne le savez pas, l'UDPS, dans ses statuts, dans son projet de société, il prône pour le fédéralisme. Alors, comment des gens qui prônaient pour le fédéralisme vont-ils refuser la démocratie à la base? Parce que le gouverneur doit être l'émanation de la population. Alors, comme nous savons qu'il y a des tares, des faiblesses au niveau de la qualité de l'électorat, on a confié la mission aux grands électeurs, qui sont les députés, choisis dûment par le peuple. Et donc, naturellement,
si le gouverneur est élu, il est redevable vis-à-vis de la population. Donc aujourd'hui, Et puis deuxièmement, j'ai suivi les inepties développées par nos amis et même le discours de M. Félix Tshisekedi. Il dit non, voilà, on doit commencer à nommer le gouverneur et en même temps, c'est lui qui va commencer à nommer selon sa volonté. Non, mais attention, même si on changeait la Constitution, cette Constitution ne va pas s'appliquer pendant la législature en cours. Et donc, ce sont des questions qui devraient en réalité être posées par eux avant de nous lancer dans ces genres de débats. Parce que nous avons opté pour les régions. Nous avons deux options que nous avons... Mais tout dépend de l'orientation que les députés vont donner par rapport à cette question. Non, mais les députés vont donner... Les députés n'ont pas le pouvoir de parler de la révision, du changement de la Constitution. S'ils le font, ils violent la Constitution naturellement. Tout celui qui prendra des armes aura légitimité. Non, non, ne les défendez pas. Loin de défendre le... Non, mais c'est constitutionnel. Cette idée. Non, non, attention. Nous parlons là des choses sérieuses. Nous parlons de la Constitution. Si vous brisez les pactes... Nulle part dans la Constitution, on a dit, voilà, on donne le pouvoir à une catégorie d'individus de se rebeller contre le propre pays. Non, se rebeller contre qui? C'est lui qui se rebelle, c'est celui qui change de Constitution sans se référer à la Constitution. Parce que si vous voulez changer la Constitution, vous mettez fin à l'ordre constitutionnel actuel. Parce que l'idée du changement de la Constitution, ça veut dire quoi? Vous suspendez les installations, les institutions. Si vous suspendez les institutions, c'est un coup d'État. Tout celui qui va dans le sens de changer la Constitution fait un coup d'État. Donc aujourd'hui, on voudrait faire croire au chef de l'État qu'il doit se passer... le chef de l'État, moi, à M. Félix Tshisekedi, voilà. pour vous mettre à l'aise, qu'il doit se passer de tous ces principes démocratiques. Alors c'est une sorte de monarque qu'on veut créer. Non, mais non, monarque, c'est peu, c'est trop peu. On veut les déifier. On veut faire de lui Dieu. Parce que le monarque a pratiquement le même niveau de pouvoir que ce qu'a Félix Tshisekedi. Il a la majorité parlementaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que même s'il ne peut pas agir en tant que président, il pourrait éventuellement agir en tant qu'autorité morale. Parce que le pouvoir étant fractionné en trois, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, c'est ce que détient le monarque. Tout à fait. Voyez-vous? Mais lui, il a la maîtrise du pouvoir exécutif. Il a le contrôle surtout. Il a la maîtrise du pouvoir législatif. Et ce qui est aberrant, il a même le contrôle du pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. C'est-à-dire qu'il a la plénitude du pouvoir. Et là, on quitte la monarchie. Mais il ne contrôle pas. Là, on est dans la tyrannie. Parce que tout monarque n'est pas nécessairement tyran. Et c'est ce qu'il veut nous imposer. Il devient Dieu. Or, le pouvoir qu'il a, s'il était compétent, il allait agir aisément et même résoudre certains problèmes. Je prends l'exemple. Aucune nomination dans l'État, au niveau de l'échelon le plus élevé, ne peut pas se faire sans la signature de Félix Tshisekedi. C'est lui qui nomme les officiers avec le contre-seing du Premier ministre qui est issu de sa famille politique. C'est lui qui nomme le ministre. C'est lui qui investit le gouverneur. A-t-il encore besoin de quoi? Puisqu'il a l'emporium total. Non, le problème maintenant, c'est la chasteté cognitive qui pose problème. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a la plénitude du pouvoir, mais qui ne sait pas user de ces pouvoirs-là. C'est comme un mauvais maçon qui a les truelles, qui a tout, mais qui ne sait pas comment construire. Alors, vous donnez à quelqu'un de bons instruments pour construire, mais il ne sait pas construire. Il dit non, voilà, ce sont les instruments qui sont problème. Non, c'est vous. Parce que tout ce qu'il a, il pouvait bien agir. Lorsque vous savez comment planifier, comment organiser, comment diriger, comment planifier, comment sélectionner les meilleures personnes, dites-moi, qu'est-ce qui manque pour que vous gérez bien? C'est lui qui nomme, c'est lui qui révoque, et c'est lui qui évalue, c'est lui qui préside les conseils des ministres, c'est lui qui décide sur le Premier ministre, c'est lui qui décide sur le Parlement, c'est lui qui décide sur le cours des tribunaux. Et s'il n'arrive pas à gérer, parce qu'il est incompétent, mais bien qu'il gère et il contrôle, mais cette majorité au buzz ne lui est pas totalement acquise. Oh, mes chers amis, vous voulez quoi? Que tous les membres, tous les députés soient des l'UDPS pour qu'ils deviennent compétents ou quoi? Mais c'est sa majorité, mes chers amis. C'est sa majorité. C'est sa majorité.
Et cette majorité le suit à la queue leu-leu. Tout ce qu'il décide, à force de loi. Qui a décidé sur le choix de la Première ministre? C'est M. Félix Tshisekedi au nom de la politique. Qui a décidé sur le président de l'Assemblée nationale, du Sénat, le premier vice-président, le deuxième, et ainsi de suite? C'est M. Félix Tshisekedi. Parce qu'après avoir traité sur la question de membres du bureau, le Kabouya s'est présenté devant Félix Tshisekedi pour lui faire rapport avant d'entrer en musique. C'est-à-dire que c'est lui qui a décidé sur le membre. Qui a nommé à l'ANER? C'est lui. Qui a nommé à la Banque centrale? C'est lui. Qui a nommé le gouverneur, investi le gouverneur? C'est lui. Il a la majorité. Il a 26 gouverneurs sur 26. Il a la maîtrise de 26 assemblées provinciales. Sur 26, c'est lui qui nomme les bourgmestres. C'est lui qui nomme les AT. C'est lui qui nomme les PCA. C'est lui qui nomme les DG. C'est-à-dire qu'il a la maîtrise de tout, mais il est incompétent. Mais et si les contextes se prêtent à ce qu'on arrive au changement de la Constitution, à la révision, je ne sais pas trop, et si jamais on arrivait à cela, par qui ou comment cela devra-t-il se faire? Bon, déjà, parler du changement de la Constitution, c'est un coup d'État. C'est une rébellion. Par rapport au contexte actuel? Non, mais le contexte ne va pas changer dès lors que la Constitution ne sera pas changée. Mais parlons maintenant de la pratique. La faisabilité technique. On veut nous lancer dans des débats du genre pétition de 100 000 signatures. Ça, c'est une folie. Parce que l'approche de la pétition est consacrée pour la révision des dispositions non intangibles. C'est déjà un principe. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les dispositions à réviser exigent assez qu'on ait soit 100 000 signatures sous format pétition pour la population, soit un nombre de députés nationaux ou sénateurs, ou soit le membre du gouvernement, président de la République. On a cité les gens qui peuvent prendre l'initiative de la révision de la Constitution. Article 219. Si vous voulez changer la Constitution, il faudrait d'abord constater le fait majeur qui empêche à ce que l'État fonctionne normalement. Alors, comment vous allez le constater? Parce que la Constitution ne vous a pas donné le mécanisme. S'il y a quelqu'un qui est de l'extérieur des institutions, vient pour changer de Constitution, vous savez, le procédé, c'est quoi? C'est d'abord dissoudre toutes les institutions qui sont issues de la Constitution. Okay. On dissout la Constitution et toutes les institutions tombent. D'où l'appel au dialogue, peut-être. En ce moment-là, il y a un vide. Et le fait qu'il y a vide, nous sommes dans une période transitoire. Il faudrait qu'il y ait un texte qui régisse le contexte de la transition avec comme disposition transitoire le mécanisme de l'avènement d'une autre constitution. Parce que lorsque vous voulez changer la constitution, il faut que la constitution passe au référendum. Tout à fait. La mission doit être confiée à la CENI par quelqu'un. Cette personne-là doit avoir la compétence. Si la personne n'a pas la compétence, eh bien, naturellement, la personne ne pourra pas. Ce n'est pas pour ça qu'on parle du dialogue, puisque l'ancien ministre... Ah, vous avez compris. L'ancien ministre et l'ancien ministre des Finances, je parle de Adolphe Muzito. L'ancien ministre du budget et premier ministre. L'ancien ministre du budget et l'ancien premier ministre est allé dans ce sens-là. Pour lui, s'il y aura dialogue, il faut qu'on présente une nouvelle rédaction de la Constitution. Non, mais le problème, c'est que si vous regardez très bien, nous sommes, ou vous êtes piégés par le RASOP. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre en place une stratégie justement pour nous amener à un guet-apens et éventuellement justifier la révision de la Constitution. Ils sont méthodiques, même s'ils ne sont pas assez intelligents pour nous berner, mais ils sont méthodiques. Et c'est quoi le piège que vous avez détecté? Premièrement, Fayoul demande le fameux dialogue sans avoir l'intention, entre guillemets, de changer la Constitution. Et deuxièmement, Muzito pose des questions de préalable pour le dialogue, mais pose le principe du changement de la Constitution. Tous deux sont au service de Félix Tshisekedi. Et même Muzito? Alors, l'obstacle maintenant devait être les restes. Or, Moïse Katumbi est d'accord sur le principe du changement de la Constitution, ma condition qui est les élections. C'est-à-dire que tout RASOP se met autour d'une table pour détruire ce que les autres ont construit. La grande question que l'on doit se poser, quelle est la pertinence et l'opportunité de réviser certaines dispositions? Mais si on se pose la question sur le changement, eh bien Félix Tshisekedi va équivaloir à Nanga.
parce que Nanga a pris les armes pour renverser l'ordre établi, Félix Tshisekedi utilise l'argent de la Banque centrale pour renverser l'ordre établi, les deux seront des rebelles. Et dans la rébellion, voilà pourquoi je vous avais dit, si les institutions ou les animateurs des institutions s'est rebellé contre l'ordre établi, la Constitution le considère comme haute trahison. À ces moments-là, tout celui qui sera fort va prendre le pouvoir. Parce que la période transitoire entre la fin d'une Constitution et le début d'une nouvelle Constitution exige des textes. Or, ces textes-là ne sont pas concevables au stade actuel. Et donc, il y a une sorte de forcing ou d'une dictature, ou je dirais d'un renversement de l'ordre constitutionnel que le régime tenterait de faire. Non, mais effectivement, s'ils veulent changer de constitution, c'est un forcing. On doit réunir toutes les conditions. Non, mais il n'y a pas de conditions. Soit vous faites un coup d'État, vous renversez l'ordre établi et vous établissez une nouvelle constitution, ou soit vous continuez avec la même constitution. Parce que la flexibilité de cette constitution est consacrée dans la constitution. Si vous lisez l'article 220, il y a certaines dispositions qui ne sont pas révisables. Et ces dispositions-là ne touchent pas à la gestion au quotidien. Il est strictement interdit dans notre constitution de réduire les droits et libertés individuelles. C'est ce qui est interdit. Il est strictement interdit de réduire les compétences de province. C'est-à-dire qu'on ne peut pas suspendre le principe de l'élection parce que cela relève de la compétence de l'Assemblée provinciale. On n'a pas le droit de réduire les compétences des institutions provinciales. Il est strictement interdit dans cette constitution de changer d'une république à une monarchie. Ce sont là les grands principes de la constitution. Si vous voulez changer d'autres dispositions, faites-le. Il est strictement interdit de changer la durée et le nombre de mandats. Alors, qu'est-ce qui peut justifier les changements de la constitution? C'est-à-dire qu'on veut soit réduire les libertés des gens, soit donner plus de pouvoir à quelqu'un contre les institutions, les autres institutions, et c'est ce qui pourrait éventuellement justifier. Je pense que nous devons lire. Je pense que nous devons lire ces dispositions-là pour que nous fassions bien comprendre. Je ne vois pas pourquoi M. Félix Tshisekedi... Et aujourd'hui, toute personne qui accepterait ces projets de changement de la Constitution serait en train d'accompagner d'une manière ou d'une autre le pouvoir de Félix Tshisekedi. Non, il n'est pas en train d'accompagner. Il est dans le pouvoir de Félix Tshisekedi et on veut en faire un pouvoir despotique. En ces moments-là, la philosophie de la Constitution, de la fonctionnalité de l'État change. Nous entrons dans la tyrannie. Or, dans la tyrannie, personne n'est en sécurité. Parce que la tyrannie, la force de la tyrannie, du tyran, c'est son armée, c'est sa capacité à brimer, à dompter les autres. Or, si vous domptez les autres dans une démocratie, il faut être fort indéfiniment. Parce que n'oubliez pas, la loi de l'usure s'impose à nous. Vous pouvez être fort aujourd'hui, demain vous ne le laisserez pas. Alors, vous avez parlé de Fayoulou qui a lancé l'appel au dialogue hier, qui était l'une des figures de l'opposition à s'être farouchement opposé au changement de la Constitution. Est-ce qu'il serait d'accord? Non, il ne sera pas. Non, officiellement, il ne sera pas d'accord. Mais il a joué sa partition. Voyez-vous? C'est-à-dire que le principe du dialogue était désiré par Félix Tshisekedi. Alors, il veut maintenant pousser Fayoulou à être l'initiateur parce que ce qui importe pour Fayoulou, c'est la santé financière. Le végétariat. C'est-à-dire qu'il veut être vedette, qu'on le cite. Mais il ne sait pas que c'est dans le bien ou comme dans le mal. Non, l'essentiel pour lui qu'on parle de lui. C'est-à-dire l'essentiel pour lui, c'est qu'on dise que c'est lui qui aurait pris l'initiative du dialogue, en oubliant qu'il est en train d'être manipulé par ceux qui veulent changer la Constitution. Oui, il veut s'affirmer comme le leader de l'opposition. Non, mais il n'est pas leader de l'opposition. Il est leader de son parti et de ceux qui croient en lui. Parce que dans l'opposition, on ne peut pas être leader de tout le monde. Dans une opposition qui se veut pluraliste. Nous allons lire la Constitution, l'article 220. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le gouvernement, le nombre et la durée de mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. C'est-à-dire que ces matières-là, ce sont des matières qui consacrent la démocratie. Pourquoi voulez-vous avoir un syndicat unique? Probablement qu'ils ne vont pas en parler. Pourquoi voulez-vous imposer et réduire l'indépendance de la justice?
Parce que ce sont des matières qui peuvent justifier les changements de la Constitution. Ici, on consacre l'indépendance de la justice. Vous ne voulez pas l'indépendance de la justice? Alors, on dit la durée et le nombre de mandats. 5 ans, une fois renouvelable. Vous voulez quoi? Parce que ce sont ces matières-là qui peuvent justifier les changements de la Constitution. On dit ici le nombre du gouvernement. Non, ici, c'est la forme républicaine du gouvernement. C'est-à-dire que nous sommes une république. On n'est pas une monarchie. C'est ce qui va justifier? Non. Alors, la forme républicaine de l'État. C'est-à-dire que nous sommes effectivement dans un régime semi-présidentiel. Nous ne pouvons pas être, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas être une monarchie. C'est ce que vous voulez changer. Ce sont ces matières-là qui peuvent justifier politiquement les changements de la Donc, en faisant avancer ces dispositions, ça veut dire qu'on est parti pour garder cette constitution pour une éternité. Non, mais en quoi ça serait mauvais dès lors que personne ne conteste la légitimité ou la légalité de ceux qui sont là? Il faut contester ce qu'il y a pour changer la Constitution. C'est-à-dire que vous mettez en cause l'ordre politique établi. C'est en ce moment-là que ça peut justifier. Je peux comprendre que M. Nanga et sa bande soient dans la logique de changer de constitution parce qu'ils contestent l'ordre établi. Mais ceux qui sont au pouvoir ne peuvent pas contester l'ordre établi qui le profite. Parce que ce sont eux qui sont là. Parce que si vous mettez en doute la Constitution, donc Félix Tshisekedi n'est pas président. Alors qui va promulguer la Constitution? Parce qu'au fin, il faut qu'il y ait quelqu'un pour promulguer. Il va le promulguer sur base de quelles dispositions? Parce que si vous prenez la Constitution de 2006, telle qu'elle est révisée à ces jours, comment sommes-nous arrivés à avoir cette Constitution? Déjà, la période allant de 2017 à 2023, il n'y avait pas de Constitution. On avait une série de textes rédigés par Laurent Désiré Kabila, le fameux décret présidentiel. Voyez-vous? Qui avait force de loi. C'est ce qui a donné le statut de la fonctionnalité de l'État. Après, nous sommes allés à Sun City. Nous avons l'accord qui a renforcé les textes qui existaient et en même temps énoncé les principes d'une transition. C'est sur base de cet accord et les décrets que nous sommes arrivés à avoir la constitution de la transition qui nous a conduit de 2003 à 2006. Dans ces dispositions pertinentes de la disposition transitoire et finale, il a été dit à la fin de l'année transitoire, il y aurait un texte qui serait rédigé par une assemblée et un sénat, et ce texte-là serait promulgué par le président en fonction. Et pour que cette constitution soit revêtue de la plénitude du pouvoir dans l'État, ça doit passer par référendum. Et donc, vous comprenez que la constitution actuelle est la résultante d'une constitution de la transition qui avait trouvé comme socle les décrets et l'accord global et inclusif. Mais dans le cas d'espèce, des gens qui prétendent avoir la légitimité sur base de la Constitution contestent les dispositions de la Constitution qui consacrent leur présence en tant que... Mais il faut être fou pour penser à ça. Et dans ces contextes-là, il veut briser les pactes sociaux, naturellement, c'est lui qui sera fort, va avoir le pouvoir. Allez, merci beaucoup, Lebolo Djoa. Un mot sur le dialogue. Vous êtes favorable? C'est une folie. Vous êtes partant? C'est une folie. C'est une folie. Il faut réfléchir avant de soumettre de grandes questions en public. C'est une folie. C'est vraiment une folie. Quel est le terme de référence? Quelles sont les matières que nous allons en parler? Quel est le cadre fonctionnel? Qui doit convoquer le dialogue? D'où tirera-t-il le pouvoir? Comment allons-nous appliquer les résolutions? Ce sont des grandes questions qui doivent déjà commencer. Parce que la grande question, c'est quoi? Quelle est la finalité de ces dialogues? On vous dit vérité, réconciliation, cohésion nationale. Ça, ce sont des slogans déjà connus. Vérité, on va se dire des vérités entre qui et qui. Parce qu'apparemment, il y aura un procès. Félix Tshisekedi à la barre, Fayulu en tant que ministère public, et les autres seront les avocats de la défense, et d'autres seront la partie civile. On va commencer à dire des vérités entre nous, entre les politiciens, dire des vérités sur Félix Tshisekedi, mais sans avoir le pouvoir coercitif. Et après, ça va créer
la réconciliation. Réconciliation entre qui? Entre Félix Tshisekedi Fayulu et tous ceux qui vont y participer. Mais comment cela va-t-il nous amener à la cohésion nationale? Et quelles sont les parties prenantes à ce Non, jour, mais ils ont cité. Fayulu, Félix Tshisekedi, Kabila, Moïse Katumbi. Et les autres? Non, les autres, là, quand vous dites les autres, c'est-à-dire qu'eux sont pris de manière individuelle et les autres, vous le mettez dans un package. C'est-à-dire qu'on va mettre la société civile ensemble, on va mettre les autres opposants ensemble, on va mettre le reste de Congolais ensemble. Non. La démarche telle qu'initiée ne vise pas la cohésion nationale. La démarche telle qu'initiée vise plutôt la cohésion du RASOP, le rassemblement de l'opposition des tristes mémoires. Parce que ce sont eux qui vont se réconcilier. Alors, pour faire semblant, ils veulent maintenant élargir à Kabila. Parce que Moïse Katumbi, c'est un Tshisekidiste. Fayulu, c'est un Tshisekidiste. Félix Tshisekedi, c'est un Tshisekidiste. Ils peuvent se mettre autour d'une table. Parce que n'oubliez pas. Ils sont Tshisekidistes, mais ils ne sont pas fascistes. Non, mais même fasciste lui-même aussi n'est pas fasciste. Le fasciste, ce sont des excités qui le soutiennent aveuglément. Félix Tshisekedi est Tshisekidiste. Alors, la grande question que l'on doit se poser, pourquoi si les frères veulent se réconcilier, on doit considérer que c'est la réconciliation nationale? C'est entre frères. C'est entre frères, ils peuvent échanger, ils peuvent même l'appeler. Parce que n'oubliez pas, mais Félix Tshisekedi avait lancé un message demandant à ceux qui veulent le soutenir de venir. Félix Fayulu avait refusé. Moïse Katumbi Bemba et les autres avaient accepté. Ils sont allés. C'est ça la cohésion du RASOP. Ils se sont partagés le pouvoir. Mais le problème du pays n'a pas été résolu. Ils se sont quand même entendus. Moïse Katumbi est sorti. Si Fayulu veut entrer, ça n'aura aucun effet. Ils doivent continuer dans leur... Donc on sera dans la continuité de ce qui a commencé après le divorce de FCCK. Chers amis, je vous dis, la solution dans ces pays, c'est l'appropriation de questions politiques par le peuple. C'est l'article 64. Parce que le problème qu'il y a aujourd'hui, nous avons 4 niveaux de crise. Et la crise la plus profonde, la plus farouche, c'est la crise entre le souverain primaire et les institutions. Cette crise-là ne peut être résolue que par la révolution. Parce que tel que nous sommes là, pour résoudre la question de l'eau, ça ne demande pas un dialogue, il suffit seulement d'appliquer les dispositions de la loi et de la Constitution. La révolution n'est pas que militaire, elle est aussi dans le réveil de conscience du peuple. Oui, la révolution populaire, oui. Allez. Ouais. Merci beaucoup. On va évoluer. On va prendre la question de l'état des sièges avec la sortie médiatique du député Justin Bitakwira, membre de l'Union Sacrée, qui fustige la énième prolongation de cette mesure pour, en tout cas, limiter les dégâts sur terrain. Il veut à ce que l'on puisse réfléchir sur les tenants, les aboutissants ou encore sur le point fort et les faiblesses de cet état de siège pour que l'on puisse continuer à proroger. On va le suivre, on revient après. Depuis l'état de siège, ça a allé 3 ans. Je dis bien 3 ans. Tu libéré le village. Tu libéré ni. Tu récupéré ni. Parce que sur 6 territoires, il y a Nord Kivu, 4. Et ça sous occupation. Et puis, bah officier sous militaire, na lobité que ba militaire nyonso. Ba officier militaire sous, ba zoué loko wana lukula business na bango. Est-ce qu'on y dit que même patron ya bitumba, azoto ngande église, ba officier nyonso ba kende ko sambela na église na yi. Hollanda. Patron ya bitumba. Nan gouverneur? Gouverneur, il y a un chargé des opérations. Ok, na Nord Kivu. Na Nord Kivu, na Goma kaka vile. Azotonga église, na école likolo. Sikolo chaque soir, il faut ba officier ba kende ko sambela. Ata yo moko. Mais na sikoyo, souci na biso eza nini? Est-ce que réellement, ici à Kinshasa, le gouvernement congolais est conscient des dégâts humains au Rwanda, zo sale pa na biso? Est-ce qu'il y a bien? Gouvernement congolais, ce qui est bitumba solo. Pas n'y a kangi frontière. Pas n'y a kati de relations diplomatiques na Rwanda. Pas d'une. C'est parce que c'est du théâtre. Ouais, on dit on y tout ça la manso pour battre bayo kabiso. Tout ça peuple le peuple moko divisé. Mboke zo kweya, ba mususu bazo handicapé. Et kweya libela.
Mais bisonde tozo sala manso lokola train elingi ekweya to la train ezonga na rai nde catégorie batumi ya bakongoli mibale bwana nde bitumba tozana ngo tomonike ebele balingi penza totindika train ekweya libela mais biso tozwi ba mwasinga to la train eske elingi ekweya tozongisa ngo na rai yono koyebisa nso bafuta makate ça va simple volontaire bazokufa na frunga gratuitement mais bazana appui à gouvernement oyo bazana no na ya bien oyo bazana no age ya bien oyo Kagame akoko banga principalement eza bango pona yo Kagame abanga ka FRDC Kagame azana ba produit ebele na kati ya FRDC. OK. Batno baza ebele eyebani na kati ya FRDC. Baza ebele eyebani. Oh bazaki ba RCD, ba CNDP, ba mususu ba utazwe na M23 soki wapi. Ba pesa ka rapport pa Kagame. Parce que nous nyonso akota na rebellion ya Kagame. Elonginde tikali congolais. Motema ekoma Kagame. Tout le monde na yo. Et moi plusieurs fois na lobango. Ngai à la place du président. Mutu nyonso ya kota rébellion moyen zala na front ya est ezate. Ezate. Ko azalaki RCD azalaki CNDP a commis général na Uvira, a commis général na Fizi, a commis général na Masisi, na Rutshuru. Waneza kosakana na mboka. Sika ndeko bitakwira soki ba wazali dans la côte armée ozo banga pété bazala aussi influencé na ba généraux ba officiers bazana katiano bazana. De retour sur ce plateau, Alain Bolodjoa, peut-on s'accorder à dire que le fils de sa grand-mère est enfin sorti de sa torpeur? Bon, c'est un nouveau converti. Lorsque nous fustigions le fait que le cadre ou la déclaration n'a pas été faite conformément aux dispositions de la Constitution, il disait mot. Et je pense à cette époque-là, il sortait du gouvernement parce que l'état de siège a été décrété, si je ne m'abuse pas, le 6 mai. Le 6 mai en 2021, ils sortaient à peine du gouvernement, je pense. Parce qu'ils sont sortis du gouvernement en 2019, parce qu'il était dans le gouvernement Ilunkamba. Et non, Tchibala, il sortait du gouvernement, c'était pratiquement au mois d'août. Mais nous avons fustigé. Mais personne ne nous avait soutenus. Le plus grand problème, c'est le pourquoi l'état de siège a-t-il été décrété. C'est là le plus grand problème. Tout ce que vous dites là, c'est du vent. Pourquoi Félix Tshisekedi a-t-il décrété l'état de siège? Si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, toute autre analyse n'aura pas de fondement. Monsieur Félix Tshisekedi a convoqué un mini-sommet à Goma, où certains pays ont pris part à ces mini-sommets. C'est là que la décision a été prise. La décision ne serait pas venue de lui? Non. La décision a été prise dans ces cadres-là. Et maintenant, pour habiller, on dit non, l'initiative viendrait de la population elle-même. C'est faux. La population ne décide pas sur ce genre de questions. Et c'est pour ça que la population ne retrouve pas son compte. Non, mais effectivement, parce que la première des questions, c'était, on devait savoir pourquoi avons-nous décrété l'état de siège. Parce que déjà au départ, l'ordonnance déclarant l'état de siège était couplée avec l'ordonnance fixant le mesure d'application. Ce n'était pas conforme à notre constitution. On déclare l'état de siège et on fixe le mesure d'application de l'état de siège dans d'autres dispositions, dans d'autres ordonnances. Et puis deuxièmement, il fallait que cela soit accompagné d'une loi pour voir qu'est-ce qui devait être fait. Est-ce qu'il devrait être aussi limité? Non, mais bien évidemment, c'est 30 jours qu'on décrète, avec probabilité de proroger de 15 jours, 15 jours, 15 jours. Jusqu'à combien de fois? Non, mais le nombre de fois dépend de la personne qui a décrété, des réalités sur le terrain et de la volonté des parlementaires. Parce que les parlementaires, au regard des dispositions pertinentes de la Constitution, avaient le droit d'y mettre fin. Alors pourquoi continuer à décréter quand on sait que le résultat n'en suive pas? Non, mais voilà pourquoi je vous dis, qui vous dit que les résultats ne sont pas atteints? Avant l'état de siège, il n'y avait pas le M23.
Avant l'état de siège, il n'y avait pas formellement l'occupation des 4 territoires. Aujourd'hui, les M23 sont là, les 4 territoires sont occupés, l'exploitation continue, les économies des pays qui ont pris part au mini-sommet est florissante. Comment expliquer cela? Non, mais justement parce que c'était ça la finalité. C'était ça la finalité. Parce que si vous regardez tous ces éléments, vous allez vous rendre compte que le peuple a été dupé. Et même Bitakwira a été dupé. Moi, je n'ai jamais soutenu cet état de siège. Allez revoir mes vidéos, je condamnais par ailleurs. C'est pour ça qu'il faut proroger, parce que l'objectif est atteint. L'objectif est atteint du fait que tous les pays qui ont pris part au mini-sommet se retrouvent, sauf l'État congolais. Mais Félix Tshisekedi, lui, se retrouve. C'était une sorte d'aubaine pour eux. Dites-moi, comment on a militarisé la zone? On a renforcé la présence militaire dans la zone avec des équipements, un plan opérationnel, c'est qu'il n'y en avait pas, en fait. Il faut qu'on se le dise. Il n'y avait pas un plan opérationnel, il n'y avait pas un plan de décaissement au départ. Le chef d'état-major Mbala l'avait dit, et même le ministre en charge des Finances, Nicolas Kazadi, avait dit qu'il n'y avait pas de plan, de décaissement. On avait un problème de logistique, il y avait un problème de moyens, on ne connaissait pas le nombre de militaires déployés. Il eût fallu que l'inspecteur général de l'armée, Tango Fort, ait fait une inspection pour nous dire qu'on n'avait pas 21 000 militaires, mais c'était plutôt moins de 7 000. Dans l'est du pays. Dans la partie est, la partie déclarée sous l'état de siège. Alors, c'est sur base de ces contextes-là que vous avez les résultats. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous présente? Est-ce que c'est après ce constat qu'on a fait venir les troupes étrangères? C'était fait à dessein. C'est ce que je veux vous dire. Félix Tshisekedi est dans le complot par rapport à la situation de l'Est. Bitakwira l'a dit. Bitakwira l'a dit. Le chef de l'État doit nous écouter. Non, mais quand vous parlez de chef de l'État, vous me mettez mal à l'aise. Il n'y a pas d'État aujourd'hui et il n'y a pas de chef. Ce qui est vrai, nous constatons. Considérons-le comme ça par rapport à la sanction des dernières élections. Nous constatons la traîtrise de M. Félix Tshisekedi. Il l'a dit. Nous avons exigé la fermeture de l'ambassade du Rwanda. Oui, l'ambassade continue à être fonctionnelle. Normalement. Nous avons demandé qu'on retire le Congolais qui travaillant dans l'ambassade au Rwanda. Ils sont là. Ça veut dire que les relations sont au beau fixe. Effectivement, sur le plan formel, l'État n'est pas en conflit avec le Rwanda. Mais ici... Donc, Kofi a raison quand il dit que nous ne sommes pas en guerre. Il n'a pas raison. Il nous a rejoints. Il a raison? Non, il n'a pas raison. Il nous a rejoints. Il ne peut pas avoir raison parce qu'il vient le dire en retard. Bitakwira non plus n'a pas raison. Il vous a rejoint. Il nous a rejoints. Alors, il demande quoi maintenant à la population? Apparemment, il continue à faire confiance à Félix Tshisekedi. Non. Non. Nous sommes en face d'un vrai problème. Au lieu qu'on se pose de vraies questions, on se pose de mauvaises questions aux vrais problèmes. Et quelle est la responsabilité, Alé Bolodjoa, de l'Assemblée nationale dans tout ça? Parce que hier, nous pensions que l'Assemblée, ou encore le député que nous avons eu lors de la législature passée, c'était la plus médiocre de la législature. Mais celle-ci serait aussi dans le coup en train de proroger sans savoir l'utilité. Non, ce sont des automates. Ne demandez pas aux mercenaires d'avoir de conscience. Ils sont là par la seule volonté de Félix Tshisekedi. Ce sont des inventions de M. Félix Tshisekedi. Avant, ils étaient kabilocratiquement élus. Cette fois-là, ils sont tshisekedocratiquement proclamés. Et naturellement, ils sont là pour servir Félix Tshisekedi. Ils doivent leur élection... Ils doivent leur présence là à Félix Tshisekedi. Alors, ce sont des automates qui ne font qu'accepter ce que Félix Tshisekedi dit. Mais ils doivent le savoir. C'est un acte de haute trahison. C'est un acte de haute trahison. En tant qu'agent public de l'État, ils ont posé des actes qui ont favorisé les ennemis de la République contre les intérêts de la nation. Ils seront un jour jugés et condamnés. Et pourquoi cette manie? Je ne comprends pas. Quand vous demandez à un Kivussien sur la situation sécuritaire qui est devenue délétère, très délétère dans l'est du pays, tout Kivussien est d'accord pour la levée de l'état de siège. Mais ici, à Kinshasa, les gens s'obstinent à ce qu'on puisse proroger. Non, mais sans raison. Non, mais c'est justement parce qu'on doit se le dire. La notabilité de la partie Est n'a pas été sincère. En cherchant à séduire Félix Tshisekedi, ils se sont quand même permis de soutenir l'idée de l'initiative de l'état de siège, sans connaître les tenants et les aboutissants.
Voyez-vous, aujourd'hui, c'est Bitakura qui s'est ressaisi avec d'autres. Ils sont sortis de la salle de la plénière, ils ont fait entendre leur voix, disant qu'ils étaient contre. Mais lorsque moi, j'en parlais, et tous étaient derrière Félix Tshisekedi. Personne ne vous prenne au sérieux. Non, mais pourquoi voulez-vous me prendre au sérieux? Prenez la vérité. Ce n'est pas moi que vous devez prendre au sérieux. Prenez la vérité qui sort de moi. Parce que si je dis des choses, et qu'après 2 ans, cela s'avérait vrai... C'est parce qu'on dit aussi à un certain moment, Alain Bolodjo exagère un peu trop. Non, mais vous voulez que je n'exagère pas alors que je suis devant de dilemmes, devant de problèmes complexes. Ce que je vous dis, je le dis parce que je sais que c'est ce qu'il y a. J'avais dit que les militaires ne mangeaient pas bien. Il y avait un problème de ration. Il lui fallut que les députés intervenant pour vous dire, oui, ça fait 78 jours qu'ils n'avaient pas de ration. Mais ce problème-là n'a jamais été résolu. Il y a un problème d'opération. Je vous avais dit la manière dont on gère le Ouazalendo. On sera buté à ça. Les gens ne m'ont pas cru. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Je vous avais dit on ne pouvait pas nommer 2 gouverneurs venant du RCD et du MLC. Parce que les 2 sont complices et co-auteurs de la situation de la partie Est. On ne m'avait pas cru. C'est ce que nous vivons. Comment un gouverneur militaire peut-il dire que le bilan est positif parce qu'il aurait réhabilité des routes, maximisé les recettes? Mais ça, c'est quoi ça? Vous n'avez pas été nommé pour ça. Vous avez été nommé pour stopper l'élan de groupes armés. Mais on se rend compte que les groupes armés sont là. Mais quand j'étais Bitakura qui dit que le généraux serait dans des combines ou soit encore serait en train de faire du business dans l'est du pays, est-ce que si c'était des propos venant d'un opposant, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il serait déjà dans le collimateur des services spéciaux? Et qui vous dit que lui, il sera à l'aise? Il ne sera pas à l'aise? Non. Ne vous en faites pas. S'il sera arrêté, il sera sodomisé comme les autres. C'est ça la pratique. Alors que tout ce qu'il dit, c'est ce que nous avons dit. Je constate que tous ceux qui ont flirté avec le Rwanda n'arrivent pas à s'affranchir de son influence. Voyez-vous? Tous ceux qui ont flirté avec Ouganda, ils sont là. Bemba vient d'être ministre en charge de la Défense. Incapable de pointer du doigt l'Ouganda. Incapable. Allez voir, tous ceux qui ont travaillé avec le Rwanda n'arrivent pas à s'affranchir de son influence. Et ce qui est grave, Félix Tshisekedi fait partie de ces gens-là. C'est comme ça, on est seulement congolais de visage. Non, mais le cœur est à Kigali. Non, mais avant que tous ceux-là entrent en danse, l'UDPS était avec le Rwanda. Là, vous parlez de... Je parle de Tshisekedi, le père. Tshisekedi, l'UDPS. Non, mais attendez, vous voulez faire une différence, un distinguo entre Tshisekedi, le père et le fils. Qui vous dit que le fils n'était pas informé de tout ce que son père faisait? Apparemment, c'est lui qui serait plus proche de son père sur des questions politiques. Lorsqu'on posait la question à M. Félix Tshisekedi, maintenant que votre père n'est pas nommé Premier ministre, que ferez-vous? Il a dit clairement qu'ils vont soutenir l'AFDEL. Hein? Là, on était déjà je crois, c'était en 1996, 1997. Hein? Félix Tshisekedi l'avait déjà dit à cette époque. Donc même le passé ne plaide pas en faveur du clan Tshisekedi. Non, le problème c'est que c'est à la population de prendre conscience de la situation. De savoir quel type... Et de décider. C'est la population, c'est elle qui est souveraine. Moi, je ne vois pas Félix Tshisekedi. Moi, je vois le peuple. Parce que si nous voulons décanter la situation, nous voulons résoudre la question de l'Est, la question du Congo, c'est au peuple. C'est elle qui est la clé de voûte. Mais si vous ne voulez pas vous lever, je suis désolé. Entre-temps, rien ne semble avancer sur le terrain, ou rien pratiquement n'avance sur le terrain, et on ne pense pas à une alternative. Non, mais l'alternative, c'est changer le commandement de l'armée, le commandement du pays. L'alternative, c'est réarmer mentalement le peuple. L'alternative, c'est mettre le peuple en position de faire la guerre. C'est ça l'alternative. L'alternative n'est pas de nous convoquer dans une réunion de RASOP, on va se mettre autour d'une table, faire semblant de critiquer Félix et au finish, il n'y aura pas de résultats. Merci beaucoup. Allez, Bolodjo, on prend les derniers sujets. Depuis hier, la toile est en feu. Notre compatriote que nous avons l'habitude de recevoir sur ce plateau, Jacques Ndala, a fait de révélations fracassantes, les traitements qu'il a subis
dans le geôle de l'ANER, où il a été même sodomisé. Vous, en tant qu'acteur politique, qu'est-ce que cela vous explique? Bon, d'abord, je tiens à remercier notre frère Jacques Ndala. N'oubliez pas, bien qu'il a commencé l'UPEN avant moi, c'est mon jeune frère. Il est venu après moi sur le plan académique, mais il est plus âgé que moi. Voyez-vous? Comment l'histoire a commencé? Bon, je ne dirai pas l'histoire, comment est-il arrivé à l'ANER, parce que vous savez, on a commencé d'abord à les diaboliser, disant que celui qui serait à la base de la mort de comédien, là, comment, Kadiombo. Tout a commencé comme ça, et pourtant c'était faux. Il a été arrêté du fait d'avoir fait une déclaration politique. On a considéré qu'il incitait les gens à la haine et tout ça. Et on l'a arrêté, on l'a mis. Il a purgé sa peine. Il a purgé sa peine, il a fait la prison. Mais avant d'y arriver, il est passé par l'ANER. C'est l'ANER qui l'avait arrêté. Pour ça, on doit passer d'abord par l'ANER. Non, il est passé par l'ANER. Pour ça. Et c'est là que la dame Denise est intervenue. Denise dit que c'est elle qui aurait... De quelle Denise parlez-vous? Non, Denise, celle qu'on appelle du Sochoa. Quelque chose comme ça. Non, mais elle a un nom. On doit l'appeler par son nom. Ça, c'est pas son nom? Non, c'est pas son nom. Elle a une identité. Cette dame aurait intervenu dans son arrestation. Et c'est elle qui aurait orchestré la sodomisation. En quelle qualité, justement, elle est intervenue? L'agent du régime. On l'utilise comme ça pour causer du tort aux autres Congolais. C'est comme ça qu'elle est intervenue. L'histoire est passée. Nous avons déjà des échos, des soupçons. J'avais tenté d'en parler, les gens m'ont dit non, c'est ton frère, il ne faut pas en parler. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé maintenant là? Quelle est la situation actuelle? Nous avons fait des déclarations à Lubumbashi et ainsi de suite. Cette dame a demandé à un autre monsieur de l'Union sacrée de faire des déclarations contre nous. On a attaqué ma femme. On m'a attaqué personnellement et on a attaqué ma femme. On l'a insultée. On l'a menacée de viol. Qu'est-ce que votre femme voudrait faire dans cette... Non, mais justement parce qu'ils sont mal polis. Ils sont impolis. Il faut reconnaître que ces gens-là sont mal éduqués. Ils se sont acharnés contre Seth Kikouni, sa femme, et ils ont demandé à la femme de faire la prostitution. Mais la mienne, on nous a promis de venir la violer chez moi à la maison. C'est comme ça que Jacques Ndala a réagi. Donc vous allez continuer à aller Bolodua. Donc ce que connaît Seth Kikouni, d'une manière ou d'une autre, on peut affirmer que vous êtes aussi ou vous étiez dans le collimateur. Non, mais bien évidemment. Mais vous pensez que j'ai peur de quoi? Tant que je n'ai pas violé la loi, je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de personne. Alors, Jacques Ndala est intervenu justement pour défendre nos femmes. Et la dame a réagi par rapport à la réaction de Jacques Ndala, disant que yokutu kolobate, ngam na saraba kangayo, ngam na tindaraba violé yo, ba komisa yo mwasi, yango mwe liba na ye kabwani. C'est comme ça. Elle dit tout haut. C'est comme ça que tout le monde, au lieu que tout le monde soit focalisé sur le message qu'il y avait derrière, on a vu que les à côté. C'est moi qui ai mis cette vidéo sur les réseaux sociaux. Pour vous rappeler que dans ces dires, il y avait de faits infractionnels graves. Mais pourtant, elle n'a jamais été inquiète. Cette dame a dit qu'elle avait reçu mission du gouvernement, du régime de Félix Tshisekedi, pour faire arrêter Jacques Ndala et les sodomiser. C'est elle qui a fait faire au nom du régime. Fort malheureusement pour elle, elle n'a pas été payée. Apparemment, vous tous, vous êtes surpris. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça allait passer outre comme ça. Les gens n'allaient même pas en parler. Hein? Comment pouvez-vous expliquer? Vous êtes dans une république qui se veut démocratique. Alors, qu'est-ce qui fait que maintenant, Jacques Ndala revienne à la charge? S'il vous plaît, un soi-disant état de droit. Quelqu'un passe à la télé, vous dire, voilà, j'avais reçu une mission du pouvoir pour faire arrêter Jacques Ndala et le sodomiser. On l'a mis en prison. Et les gens pensaient que c'était un fait anodin. Non, c'est grave. Et vous savez pourquoi cette dame ne sera pas arrêtée ou n'est pas arrêtée jusque-là? Parce qu'elle a beaucoup de secrets. Elle a beaucoup de secrets. C'est elle qui nous a dit que le procureur général de la Cour constitutionnelle serait corrompu. C'est elle qui a dit qu'on aurait donné au procureur général, au président de la Cour constitutionnelle $1 million pour faire passer le frère Ananga.
C'est elle qui a dit ça. C'est elle qui a dit que tout le monde l'avait corrompu. C'est parce qu'elle était dans la sauce aussi. Non, mais effectivement, elle est du système. C'est elle qui portait, qui faisait de sales missions, de sales besognes de ce système. Elle a débuté ce qu'elle a débuté. Et vous sentez aujourd'hui, nos gens du pouvoir sont calmes. Il n'y a aucune réaction. Mais dites-moi un peu, n'est-ce pas que vous prétendez lutter contre l'homosexualité? Comment un homme peut-il coucher avec un autre homme? N'est-ce pas vous qui défendiez le valeur? Comment une femme peut-elle passer à la télé et insulter d'autres femmes ou d'autres hommes? N'est-ce pas vous qui prétendez défendre le vertu? Comment peut-on menacer ma femme et la femme de cette Kikoum de viol? Aucune réaction. Aucune réaction. Alors, c'est que moi, je vais vous dire ouvertement. Vous touchez à ma femme, je touche vos femmes. La loi d'Italie? Non, vous touchez à ma femme, c'est naturel. J'ai la mission de défendre la mienne. Moi, je ne me suis jamais attaqué aux femmes de politiciens. Vous touchez à ma femme, je touche. Ne vous surestimez pas. Ça, je vous l'ai dit. Voilà, nous allons évoluer à l'Ebolodjo. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Jacques Ndala revient à la charge et nous balance ces révélations qui sont à la fois choquantes et troublantes? Il n'a fait que confirmer. C'est ce que je viens de vous dire. Il a confirmé les faits. Effectivement, on l'a abusé de lui. Il a été sodomisé par le service. L'ANER, au lieu de mettre l'intelligence pour défendre l'État, l'ANER défend Félix Sekedi. Et au lieu d'utiliser le protocole tel qu'il est dicté dans le décret créant l'ANER, il préfère utiliser des pratiques mystiques. Ça entre dans les pratiques mystiques. Ça, c'est dans le mysticisme qu'on trouve ces genres de pratiques. Et je comprends directement pourquoi ces gens n'ont jamais accepté le docteur Mukwege. Vous savez pourquoi? Docteur Mukwege combat le viol sexuel. Naturellement, ils ne pouvaient pas les soutenir. Voilà pourquoi ils se sont acharnés contre lui. Et lui insistait plutôt sur le viol des femmes. Mais là, il s'agit du viol d'un homme. Un papa, donc, un homme marié. Dans le cachot de l'ANER, il n'y a pas que de torture inhumaine qu'on impose aux détenus, mais aussi des pratiques. Non, mais effectivement. Qui en violation des dispositions pertinentes de l'article 16 de notre Constitution. Et ce qui est surprenant, personne ne dit mot. Il faut demander à votre fameux ministre, qui prend souvent la parole, d'en parler. Ça, c'est une question morale, c'est une question d'État, c'est une question d'éthique, c'est une question de valeur. Vous parlez de Patrick Mouyaya? Il doit parler de ça. S'il n'en parle pas, il est co-auteur ou complice. Il doit en parler. Parce que quand il s'agit de tiktokeuses et tout ça, tout le monde en parle. Et pourquoi Jacques Ndala n'accuserait pas les services du traitement? Non, mais il était menacé. Je vous dis que quand il avait subi ça, on lui avait dit, tais-toi. Et il n'est pas les seuls. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Je connais un vieux qui s'est radicalisé à cause de ça. Ils sont nombreux. Donc il faut craindre aussi les pires pour cette Kikouni, qui est l'un de vos, non, mais c'est possible. L'un de vos camarades. D'ailleurs, vous serez ce mercredi dans une manifestation. C'est les cadres de concertation qui organisent au Palais de Justice pour demander la libération conditionnelle et sans condition de cette Kikouni. Il n'y a pas que cette Kikouni, il y a Kabound, il y a Mike Mukebai, Daniel Safou et les membres de la société civile. Voilà. On va manifester le mercredi. Je vois que notre caméra à partir des 9h. Va vous accompagner au Palais de Justice. Au Palais de Justice, bien sûr. Pas devant le bureau du ministère. Au Palais de Justice. Merci beaucoup, Ale Bolodjoa. Votre dernier mot, on se quitte. En tout cas, les gens doivent comprendre que la paix qu'il y a aujourd'hui, c'est justement parce que tout le monde se contient. Si vous brisez le pacte social, personne ne sera en mesure de maîtriser quoi que ce soit. Il faut être très prudent et il faut être sérieux dans ce que vous faites. Il y a des interdits dans ces pays. Ne vous donnez pas le luxe de faire ce que vous voulez. Parce que si vous continuez comme ça, vous devez vous préparer en conséquence parce que personne ne va abdiquer. Personne ne va accepter qu'on marche sur ses droits. J'encourage mon frère Jacques Ndala pour son courage. Parce que j'ai essayé de contacter d'autres personnes pour renforcer. Ils ont dit non, on nous avait dit si en mettant en public cette question, on va nous tuer. Mais vous êtes déjà mort. Voilà. Parce qu'on vous interdit même de dire des vérités sur vous-même. Vous êtes déjà mort. Mourir n'est rien. Mais vivre sous l'oppression, c'est mourir chaque jour en déshonneur.
Il faut que vous reteniez ça. Merci beaucoup, Alebolo. On a retenu ça. Il y a lieu que chacun de nous puisse travailler pour assainir l'environnement. Avec cet environnement pollué, nous ne pensons pas le meilleur pour notre pays. Alors, nous avons besoin de la cohésion nationale. Ça passe aussi par la considération des uns des autres. Merci de nous avoir regardés. Nous vous retrouvons pour d'autres émissions avec la même dose de plaisir. Si vous nous regardez pour la première fois, abonnez-vous et activez la cloche de notification car nous sommes l'un des meilleurs canaux de formation politico-RDC, la force du détail. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.